Et si je te disais qu'Asta ne possède pas simplement 3 épées, mais 4 formes de pouvoir différentes cachées dans ses armes, et que l'une d'elles pourrait littéralement renverser l'équilibre du monde magique. Attends une seconde, parce que ce que font réellement les épées d'Asta dépasse totalement le simple concept d'anti-magie. Et plus on analyse, plus on comprend que ce n'est peut-être pas la magie qui dominera le futur, mais son absence. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On commence avec celle que tout le monde croit comprendre, l'épée d'Ispelda. Quand Asta la sort pour la première fois, c'est simple, elle est énorme, lourde et brute. On se dit tout de suite que c'est juste une épée d'anti-magie capable de trancher des sorts comme il couperait du vent. Une arme de bourrin parfaitement adaptée à un garçon sans magie. Mais réfléchis une seconde. Si cette épée ne servait pas seulement à annuler la magie, mais à la contrôler. Dispelda ne détruit pas les sorts comme on pourrait le penser. Elle peut les repousser, les renvoyer, les dévier. Elle interagit avec la magie au lieu de simplement l'effacer. Et ça, c'est un détail énorme, parce que ça signifie qu'Asta n'est pas juste une anomalie défensive. Il devient un perturbateur dans le système magique lui-même. Il peut littéralement prendre un sort lancé par un noble surpuissant et le retourner contre lui. Ce n'est pas une arme passive, c'est une arme de domination. Mais si cette épée repousse la magie, que se passe-t-il quand Asta veut faire plus que la repousser ? Et c'est là qu'entre en jeu Anihilda. Et là, on change complètement de niveau. Beaucoup pensent que la première épée est la plus iconique, mais la plus dangereuse, c'est clairement celle-ci. Parce que Anihilda ne coupe pas la magie, elle efface la cause et l'effet. Quand Asta annule une malédiction avec elle, il ne supprime pas juste un sort actif. Il efface le phénomène comme s'il n'avait jamais existé, comme si la réalité elle-même était corrigée. Prends une seconde pour réaliser ce que ça implique. Si Asta peut effacer les conséquences, peut-il un jour effacer un destin ? Là, on ne parle plus d'anti-magie, on parle de manipulation, de causalité. Et si ce pouvoir évolue encore, qui pourrait réellement l'arrêter ? Un capitaine ? Un roi démon ? Un empereur mage ? Mais pour comprendre pourquoi ces épées possèdent un tel potentiel, il faut revenir à leurs origines. À la base, elles n'appartiennent pas à un démon, elles appartiennent à Licht, un elfe. Alors pourquoi sont-ils devenus des armes d'anti-magie ? La réponse, elle est fascinante. Les épées ne sont pas démoniaques à l'origine, c'est l'influence de Lieb, un démon lié à Asta, qui les a imprégnées d'anti-magie. Donc en réalité, ces armes sont tout simplement des artefacts hybrides. Elles portent l'héritage des elfes corrompus et transformés par un démon rejeté. Lumière et anti-magie. Espoir et rancœur. Et cette dualité, elle reflète parfaitement Asta lui-même. Un garçon né sans magie dans un monde où tout repose sur elle. Mais alors pourquoi si l'anti-magie vient de Lieb, Asta la maîtrise mieux que personne ? C'est simple, c'est parce qu'Asta ne la subit pas, il la comprend. Et c'est là que ça devient encore plus évident avec Drenda. C'est probablement la plus sous-estimée des deux premières. Elle permet à Asta d'envoyer des vagues d'anti-magie à distance. Déjà, en soi, c'est une énorme évolution. Il ne dépend plus uniquement du combat rapproché. Mais il y a un détail qui passe souvent inaperçu. L'anti-magie projetée par cette épée peut choisir de ne pas affecter ses alliés. Comment une énergie censée annuler toute la magie peut-elle distinguer un ennemi d'un ami ? Ça veut dire une chose très simple et aussi très inquiétante. L'anti-magie d'Asta n'est plus une force brute incontrôlable. Elle est synchronisée avec son intention. Autrement dit, Asta ne se contente plus d'utiliser l'anti-magie. Il la façonne. Et quand un pouvoir commence à obéir à l'intention plutôt qu'à la nature, il devient beaucoup plus dangereux. Mais il reste une lame. Et celle-ci marque un tournant symbolique énorme. Le katana de Yami. Quand Asta récupère cette arme, on pourrait croire que c'est juste un power-up stylé, un nouveau design, une nouvelle forme, plus rapide, plus tranchante. Mais ce n'est pas qu'un boost.
c'est une transmission. Les autres épées sont un héritage du passé, mais celle-ci est un héritage, une confiance du présent. Il ne brandit plus une relique elfique imprégnée par un démon, il brandit l'arme de son capitaine, l'arme d'un homme qui a cru en lui. Symboliquement, Asta ne se bat plus pour prouver qu'il existe, il se bat pour porter un flambeau. Et techniquement, cette lame canalise l'antimagie avec une précision bien plus fine, moins massive, plus chirurgicale. C'est l'évolution logique d'Asta, le combattant instinctif à guerrier stratégique capable de rivaliser avec les plus grands. Et maintenant, prends un peu de recul. Les épées d'Asta sont toutes liées à une tragédie, un massacre d'elfes, un démon rejeté, un monde qui discrimine ceux qui n'ont pas de magie. Asta est une anomalie absolue dans un système fondé sur la supériorité magique. Ces épées ne sont pas juste des armes, elles sont une remise en question du monde entier. Et plus elles évoluent, plus Asta menace l'équilibre même du royaume. Alors pose-toi cette question. Et si le futur empereur mage n'était pas le mage le plus puissant, mais celui qui rend la magie obsolète? Depuis le début, on croit que l'antimagie est un handicap transformé en avantage. Mais si c'était l'inverse? Et si la magie était la limite et l'antimagie la prochaine étape? Les épées d'Asta ne sont peut-être pas là pour combattre la magie, elles sont peut-être là pour prouver qu'elle n'est plus indispensable. Et si Asta devient empereur mage, ce ne sera pas en dominant le système, ce sera en le redéfinissant. Et ça, c'est bien plus dangereux qu'un démon.